Alors, 3 questions qu'on va traiter. La première, l'impact Covid 2019 sur l'économie américaine. Est-ce que vous pouvez nous faire un point, s'il vous plaît ? Oui, donc Sabine, vous savez que la pandémie, elle a complètement bouleversé toute l'économie américaine et puis mondiale. Mais ici, d'une manière inédite, au mois d'avril 2020, les États-Unis, ils ont perdu plus de 20 millions de jobs. C'est beaucoup plus de jobs que ce que l'économie américaine avait créé durant les 20 dernières années cumulées. Donc 2020, c'est une année de récession, c'est une croissance négative, c'est moins 3,7% de prévision de croissance. La pandémie, elle a vraiment retourné tous les chiffres du chômage, c'est 8% de taux de chômage aujourd'hui, c'est plus de 11 millions de chômeurs. Aujourd'hui, des milliers de PME qui sont confrontés à des difficultés de trésorerie, mais aussi qu'ils ont mis la clé sous la porte. Et puis finalement, les contaminations à la Covid-19, elles sont reparties à la hausse, et ce qui laisse craindre qu'il y aura peut-être de potentielles mesures de confinement et donc de nouveaux licenciements et la baisse de création d'emplois. Mais en réalité, Covid-19 a vraiment mis en avant ici les limites du système de santé aux États-Unis. Et quand vous avez peur, en réalité, de tomber malade, ça a un impact sur toute la chaîne, c'est un effet domino. Avoir peur de tomber malade et de ne pas pouvoir être soigné, du coup, les gens ont retiré leur argent des banques, ils ont arrêté d'investir en bourse, ils ont arrêté d'acheter certaines choses, ils ont arrêté d'aller au restaurant. Toute la chaîne d'approvisionnement, elle a été impactée, que ce soit des camionneurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les magasins. Aujourd'hui, on va dans des magasins, on ne trouve pas tous les produits dont on a besoin aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un engrenage et je pense que les choses s'arrangeront que lorsque il y aura une prise de conscience en fait sur ce système de santé. Alors, c'est vrai que Donald Trump, il avait mis l'accent sur l'économie avant la crise Covid. On peut dire qu'il avait quand même un bilan économique positif, en tout cas sur l'économie et sur le taux de chômage. Mais les chiffres qu'il a mis en avant ne doivent pas faire oublier qu'il y avait déjà des fortes disparités au sein même de la population américaine. D'accord. Alors, quelles sont les initiatives qui ont été mises en place pour les entrepreneurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose de fait ou pas ? Oui, tout à fait, Sabine. Donc, pour les petites et moyennes entreprises et puis pour les indépendants également, ils ont mis en place une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle passe par les banques. C'est ce qu'ils appellent ici le prêt PPP, c'est le programme de protection de salaire. Alors, c'est un prêt qui est garanti à 100% par le gouvernement américain et qui peut être annulé si les emprunteurs et les entrepreneurs maintiennent ou arrivent à rétablir leur masse salariale. Mais Est-ce que c'est à peu près pareil que le système de prêt qui a été mis en France pour nous, pour les entreprises ? Il y a une légère différence parce qu'ici, ce programme de prêt, il a posé certains problèmes. Tout d'abord, le fait que la banque soit l'intermédiaire. La plupart des petites et moyennes entreprises ici, ils n'ont pas réelles relations bancaires en réalité. Et aux États-Unis, les banques entrent en général en contact avec des gens avec lesquels ils ont une relation privilégiée, ce qui a pénalisé beaucoup de gens ici. Il y a aussi un manque de traçabilité aussi entre les banques parce qu'aux États-Unis, on peut prendre des crédits dans plusieurs banques sans que les banques soient informées. Donc il y a ça aussi. En réalité aussi, cette aide, elle a créé beaucoup de stress chez les entrepreneurs parce qu'il y a certains qui surveillent tous les jours les intérêts de ce prêt qui est en train de s'accumuler sans savoir quand exactement le gouvernement les dispensera de rembourser cette dette. Et puis il y a d'autres qui ont décidé carrément de même pas utiliser l'argent de ce prêt PPP juste au cas où il ne serait pas annulé. Il y a aussi une seconde chose, c'est la manière dont cette aide elle a été dispatchée. Parce que dernièrement, j'ai vu dans le Wall Street Journal, il y a l'inspecteur général donc des PME qui a déclaré qu'il y avait des dizaines de milliers d'entreprises qui avaient reçu des prêts et qui semblaient ne pas être éligibles. Et il y a eu une inégalité même raciale dans la répartition de cette aide. Quand je dis ça, c'est qu'on s'est rendu compte que les entreprises qui appartenaient aux minorités, notamment les Noirs et les Hispaniques, ils étaient nombreux à demander cette aide, mais qu'ils ont eu plus de difficultés à accéder aux capitaux que les entrepreneurs blancs. Bref, cette mesure de financement, elle a été adoptée en mars, elle expire, et il y a des millions de petites entreprises qui font face à des problèmes de trésorerie.
et qui ont déjà mis la clé sous la porte sur le site internet YEP, qui est un site internet américain qui référencie les commerces. On a vu qu'à la fin du mois d'août, il y avait déjà plus de 100 000 business qui avaient indiqué qu'ils avaient fermé de manière permanente. Donc tout le monde ici, aux États-Unis, attend de voir s'il y a des nouvelles mesures de financement. Mais étant donné qu'aux États-Unis, on est actuellement dans une transition qui est assez difficile, les nouveaux élus devront reprendre les négociations pour que, malgré un congrès divisé, avoir un accord rapide sur de nouveaux financements pour ces PME. D'accord, Boba, merci. Et du coup, tout ça, ça nous emmène à notre question principale. Quel impact cette élection elle va avoir sur la région Caraïbes, puisqu'on sait que notre région, géographiquement, c'est une grande zone d'échange américaine. Donc, comment ça va se passer ? Bon, il faut savoir déjà qu'avant les élections, que le gouvernement, donc l'administration Trump, a prolongé une loi qui s'appelle CBTPA. C'est une loi sur le partenariat commercial du bassin des Caraïbes. Elle l'a prolongée jusqu'en 2030. Cette loi, c'est quoi ? Cette loi, elle offre des avantages économiques pour les États-Unis et les pays de la Caraïbe qui sont éligibles. C'est des avantages commerciaux, fiscaux, sur l'import-export de biens et sur la franchise de produits. Cette législation, elle permet en réalité aux pays éligibles de la Caraïbe de concurrencer la Chine et d'autres fournisseurs asiatiques. Je vais juste faire une petite parenthèse géopolitique pour dire que ces dernières années, la Chine, elle a offert de nombreux prêts et une expertise à de nombreux pays de la Caraïbe pour construire et des nouvelles routes. Elle a fait des dons d'équipements de sécurité à des forces militaires et policières. Elle a construit des réseaux de centres culturels. Elle a expédié des kits de tests pendant la période de Covid et des masques et des ventilateurs et tout ça. Et du coup, on voit bien que la Chine, elle essaye d'étendre son influence dans la région Caraïbe. Du coup, ça inquiète Washington. Et du coup, je pense que Washington va riposter parce que la région en fait Caraïbe, elle a une importance stratégique en tant déjà que plaque tournante pour la logistique, les banques, le commerce. Mais selon les analystes, elle pourrait avoir même une grande valeur en matière de sécurité dans un conflit militaire en raison de sa proximité avec les États-Unis. Donc aujourd'hui, la Chine, elle a compris intuitivement l'importance stratégique de se reposer sur les Caraïbes. Elle a inclus une dizaine de pays de la Caraïbe dans un projet titanesque qui s'appelle la route de la soie. Deuxièmement, les États-Unis, ça reste quand même le foyer de la plus grande diaspora caribéenne et donc la principale source de transfert de fonds vers la région. Et puis j'ai vu après que les Caribéens sont beaucoup intéressés aux élections grâce à Kamala Harris, qui est donc vice-présidente d'origine jamaïcaine et indienne. Donc tout ça combiné, ça fait que je pense qu'il y aura un impact sur la région Caraïbe. Il faut juste voir maintenant à quel degré et comment la nouvelle équipe va inclure la région Caraïbe dans sa politique étrangère. D'accord, eh bien merci beaucoup pour ce point d'information.